Bonsoir, bienvenue sur la Libre Antenne, comme tous les soirs de 21h à minuit sur metatv.org. C'est la saison 2 et ce soir, on est avec Madame Ginette Scandrani. Bonsoir. Bonsoir. Donc, très content de vous accueillir ici pour cette soirée, j'ai envie de dire, libyenne, Oui. kadhafiesque, qu'on devrait dire. En tout cas, ça va nous servir à comprendre un peu cette Libye de Kadhafi et qui était cet homme finalement et ce qu'il a fait pour son peuple, puisque son œuvre est j'ai envie de dire, un peu méconnue quand même. Ou en tout cas, teintée comme ça d'une histoire, en fait, d'une histoire officielle, d'une doxa, que l'on va tenter justement de débunker ce soir. Donc bonsoir à vous, il y a la régie qui est là, bien sûr, il y a Steph, il y a DJ Premier, il y a même l'IS Napoléon, vous voyez, il est venu, hier on le réclamait de tout bois, et ben il est là ce soir, mais il ne sera pas dans l'émission. Mon cher Ozzy, d'ailleurs, voilà, je dis bonsoir à tout le monde. Voilà, mon cher Ozzy, Psycho Quack, Jonathan, Gâche Espoir, Liberty, Lyon Park, Giorgio, Valigo, Moonweek, Jolio, Raziel Peck, Karak, Patriote, Saruman. Waouh, vous êtes nombreux, Mic35, etc. Eh ben, salut à tout le monde. Voilà. Donc, pour cette soirée un peu en route vers la Libye et la Libye verte. On va dire. La Libye verte. La Libye verte. Moi aussi, je dis bonsoir à tout le monde. Oh. Je connais pas tous ces noms que vous venez de Ah bah non, mais moi je je ne connais dis pas tous, bonsoir mais à tous. maintenant on se connaît bien aussi. À force, on commence à se connaître. Mais je leur dis bonsoir, même si je les connais pas. Ah bah je pense qu'il vous salue aussi, hein, de toute façon. Voilà, il y en a plein qui vous saluent. Voilà, ils vous comparent à Eva Jolie. Ouais, ils sont un peu, ils sont taquins. ils sont taquins. N'est-ce pas? Bon, c'est un psychoquette. Mais voilà. Elle a osé aller en Libye pour se promener. Ah, C'est tout. c'est tout. Parce que vous étiez par contre en Libye et j'ai envie de dire, c'était pas tout le temps. Enfin, vous avez connu la Libye avant. Avant et pendant la guerre. Et pendant la guerre. Hein. Donc, et la Libye, alors, c'est pour ça qu'on va commencer avant d'arriver à parler de la guerre. En plus, on a déjà abordé pas mal d'émissions sur cette guerre Libye affreuse et on en reparlera bien sûr. Mais c'est pour comprendre un peu ce que c'est que justement cette avant-guerre, qu'est-ce qui se passe en Libye, en fait, sous l'ère Kadhafi. Alors, on rappelle, Kadhafi, il arrive au pouvoir en 1969. Il avait 29 ans. À 29 ans, donc c'est un colonel, hein, c'est ça, de l'armée. Mais il n'a jamais changé, il a toujours voulu rester colonel. Il a toujours gardé son C'est ça son titre. que j'aimais, quoi. Donc, colonel, il renverse le roi Idriss, qui est un roi, on va dire, très corrompu aux intérêts aussi anglo-saxons, puisque visiblement... c'était un roi d'opérette. Hein. Voilà, donc il est corrompu, il y a BP, il y a toutes les toutes les compagnies multinationales sur place, et il y a même une base américaine sur place. Une base américaine que Kadhafi s'est... Et que, à lui, il s'en est débarrassé, bien sûr, très vite, mais il y a une base américaine, donc ça montre déjà comment est la Libye d'avant Kadhafi. C'est une province impériale, une espèce de vassal comme beaucoup de pays, quoi. Ouais, comme beaucoup de pays dans la région. Dans la région. Donc lui, il arrive, ça renverse le paradigme direct, parce que il renvoie, on va dire, les Américains, et puis il met en place quand même un programme qu'on appellera... il a libéré la Libye avec les officiers libres. Avec les officiers libres, oui, de Libye. Puis il a libéré la Libye, et puis son programme, il l'a mis en place que... plusieurs années après. D'accord. Au début, en fait, c'est pas trop ce qu'il va faire. En fait, il sait que c'est pas bon, on change le pouvoir. Il voulait se débarrasser des Occidentaux. Voilà. Et il voulait... La Libye était quand même un pays très pauvre quand il est arrivé. Même misérable. Hein. Et il a quand même fait monter l'économie un petit peu, quoi. Puis il a créé cette fameuse Jamaria. Voilà, la Jamaria. La Jamaria, qui est en fait, traduit textuellement, c'est en fait le peuple qui se soulève. Le peuple qui se soulève, d'accord. Ouais, c'est un peu de ça. Et donc là, cette Jamaria, parce que ça touche tous les aspects de la vie politique, économique, culturelle, sociale, etc. On touche à tous les aspects de la société. Et moi j'ai été étonné parce que quand je suis arrivé en 1990, je suis arrivé en Libye. J'étais allé avec l'appel franco-arabe qui m'avait demandé de les accompagner puisque il était question de mettre un embargo sur la Libye. Donc on y était déjà arrivé par avion. C'était la dernière fois qu'on y allait par avion parce qu'après, il disait qu'il n'y avait que l'embargo sur les vols. Mais ce n'est pas vrai, c'était un embargo beaucoup plus profond. Il fallait passer soit par la Tunisie pour y arriver, soit par Malte.
Et la première fois que je suis arrivé par l'avion directement de Tripoli. Et j'ai été étonné parce que quand j'ai vu le fonctionnement, moi j'ai l'habitude du monde arabe. Oui. J'ai beaucoup l'habitude. J'étais marié avec un Tunisien, j'ai vécu en Tunisie, je connais bien l'Algérie, je connais le Maroc, je connais en Palestine, surtout les camps palestiniens j'ai été. Et donc de voir, il n'y a pas de gosses dans les rues qui mendiaient. Il n'y en avait pas. Comme en Tunisie, les gosses qui vous courent après. Au Maroc aussi. Au Maroc aussi. Ouais. Il n'y avait pas ça. Et alors on m'a expliqué que c'était depuis qu'ils avaient mis en place cette Jamaria. Et puis Kadhafi avait fait aussi un programme pour les femmes. Que les femmes fassent des études, ce qu'on a trouvé des femmes qui étaient directrices de fac, femmes directrices d'hôpital, j'ai vu moi personnellement. Et donc ces femmes-là, elles faisaient moins d'enfants. Vu qu'elles ont fait des grandes études, et souvent des études qui dépensaient les études des mecs, parce qu'elles étaient obligées de prouver qu'elles étaient capables de quelque chose, qui faisait une rivalité souvent avec les mecs, et puis elles faisaient l'armée, et tout ça. Et donc, elles faisaient moins d'enfants. Donc il y avait moins d'enfants dans les rues, les familles avaient 2, 3, 4 enfants. Il avait fait un programme parce qu'il s'était rendu compte que s'il voulait développer la Libye, il ne fallait pas trop d'enfants au début. Donc j'ai été étonné de voir cela. Donc, puis je me suis mis à étudier cette fameuse démocratie directe qu'ils avaient mis en place. J'ai demandé souvent à participer. J'y allais au début, après 90, j'y allais 3-4 fois par an. Ah oui, 3-4 fois par an. Et donc j'ai participé à des congrès de base. Alors que je vous explique le congrès de base, ça se passe des fois dans une rue, des fois sur une terrasse, des fois dans un oasis, que tous les gens se réunissent et discutent sur un projet. Ils ont un projet, par exemple, d'une école, un projet d'une route, un projet d'une construction. Ils discutent jusqu'à ce qu'ils soient arrivés à un accord. C'est-à-dire tous les habitants Tous les habitants du lieu. Tous les habitants. Et c'est ouvert, il n'y a pas de... C'est ouvert, inconditionnel, tout le monde vient. Voilà, tout le monde vient. Il faut avoir 16 ans quand même. Il faut avoir 16 ans, d'accord. Et ils discutent ensemble. Moi, j'ai assisté à des congrès qui ont duré 3 jours. C'est un peu comme la tchatch des Africains. C'est-à-dire, il faut qu'ils se mettent d'accord. Il faut que tout le monde soit d'accord. Donc on palabre pendant des heures et des heures. Ouais. Et j'ai vu des congrès Alors, après, ils votent un secrétariat. Et le secrétariat devient le congrès secondaire. Et ce congrès secondaire, il y en avait sur toute la Libye. Et c'est les représentants du congrès de ce secrétariat qui vont après au congrès général. Donc il y avait à l'époque 32 régions. Et donc les 32 régions étaient représentées au congrès général. Et les 32 régions, il y avait chaque fois 2 personnes qui représentaient la région. Et donc c'est vraiment là un observatoire de démocratie directe. On ne peut pas dire que c'était réussi à 100%, mais on peut dire que c'était un essai, c'était un laboratoire d'élaboration de cette démocratie directe. Et donc, moi, j'ai participé à un congrès de base à Tripoli sur une terrasse d'un immeuble. Et il s'agissait de débattre d'un hôpital, de l'agrandissement et tout ça. Et bon, j'avais mes traducteurs, je comprenais un peu l'arabe, pas assez. Donc, je voyais bien, ils se disputaient, ils s'engueulaient entre eux. Parce que souvent, les gens disaient que le pouvoir était unique, c'est que... Il n'y avait pas de syndicats, il n'y avait pas tout ça, mais il y avait des coordinations de médecins, il y avait des coordinations de pharmaciens, il y avait des coordinations... Ah, c'est un peu le principe des corporations. Des corporations qui représentaient chaque fois 2 personnes dans les congrès de base. Donc les syndicats étaient représentés puisque c'était une corporation. En fait, ils étaient représentés par corporation. Par corporation. Voilà, non pas un syndicat fourre-tout comme aujourd'hui. Et ils votaient à main levée. Parce qu'ils ne supportaient pas cette histoire de mettre un bulletin dans l'urne. Ils disaient parce que les autres ne les voient pas. Ils préféraient
que ce et puis soit au moins on affiche visible. ses opinions, il n'y a Voilà, pas de problème. voilà. Je suis d'accord ou je suis pas d'accord. Et donc, moi, Ouais. j'ai assisté à ce genre de congrès. J'ai aussi assisté à un congrès général, celui qui dirigeait toute la Libye, parce que c'était pas... Kadhafi était le porte-parole de ce congrès général. On l'appelait le guide. C'était pas un chef d'État comme un autre. On a souvent dit que Kadhafi était un dictateur, il ne pouvait pas être un dictateur parce qu'il n'y avait pas d'État. Il y avait le congrès général qui... Et maintenant... Et comment était nommé un peu le gouvernement? C'est ce congrès général qui... Ben, c'est le congrès général qui votait. Et puis j'ai été étonné de voir des ministres femmes, des ministres noirs. Contrairement, parce que j'allais souvent en Tunisie, et puis je voyais bien comment il n'y avait pas de noirs dans les gouvernements. Donc j'étais étonné de voir qu'il y avait beaucoup de noirs. Et il y avait beaucoup de noirs en Libye, parce que tout le sud de la Libye ressemble beaucoup aux Soudanais. Oui, tout à fait, oui. Il y a beaucoup de noirs. Il y avait beaucoup de noirs. Et donc puis... jusque dans le gouvernement, parce que Kadhafi, on sait qu'il était très porté, on en reparlera après justement ses projets sur l'Afrique. Mais Kadhafi, il nous disait souvent, je regrette de ne pas être né noir. Et souvent il disait, mais il était très très foncé. Oui, il était très mat de peau, oui, Kadhafi. Il était très très mat de peau. Mais il aimait beaucoup les noirs. Et donc aussi ça, j'étais étonnée de voir ça. Et j'étais étonnée aussi parce que lors d'un de... Et puis je participais à différents congrès. Oui. Je présidais, j'animais des congrès. J'organisais des délégations de femmes que j'amenais en Libye. Donc, lors de ces voyages, je participais souvent aux travaux du centre du Petit Livre Vert. Et donc, je connaissais tout ça, je connaissais un peu le fonctionnement. Et ce qui m'a étonné, c'est les entreprises. Parce que visiter des entreprises où tout le monde s'arrête, prend le thé, patron ouvrier, avec vous, discute avec vous, vous explique tout. Et puis il m'explique que c'est l'autogestion. Oui, voilà, parce que alors les entreprises, si je m'en fie au livre vert, il y a une particularité là-bas. Elles appartiennent en fait aux employés. Employés. Il n'y a pas d'actionnaire. Non, il n'y a pas d'actionnaire. C'est très important. Disons, ils expliquent ça d'une manière très simple. Ils disent le soir, on balaye, on nettoie tous ensemble, y compris le patron. Ça, c'est vraiment... Y compris le patron. Ouais. Et moi, j'ai discuté avec eux, ils m'ont expliqué... il y avait des entreprises, des conserveries que j'ai visitées. Et moi qui avais déjà visité des usines en France, de voir toute l'usine qui s'arrête pour recevoir et prendre le thé, la pause avec tout le monde, y compris avec le patron. Et j'étais étonnée. Et ça n'est pas arrivé qu'une fois, ça m'est arrivé plusieurs fois. Donc ils avaient vraiment... il a modifié la société libyenne profondément. Alors, pour les femmes, effectivement, c'est connu. Il paraît que le système éducatif aussi. Alors, le système éducatif, on pouvait faire donc des études entièrement, j'ai envie de dire, gratuites. On ne payait rien. Et si on allait à l'étranger, on recevait des bourses très importantes pour pouvoir... je me rappelle, j'avais mon fils qui était en fac de Strasbourg. Il a dit, heureusement qu'on avait les Libyens qui avaient du fric. Parce que nous, on n'en avait pas. Ils avaient des belles bourses. Oui, ils avaient des belles bourses. Apparemment, ils avaient de très très belles bourses. Et je ne vous dis pas le nombre de Tunisiens qui ont profité des bourses des Libyens. Ah oui, ça, on en parlera aussi. Oui, Et donc, il a fait énormément de choses, mais pas tout seul. Il avait un bon groupe autour de lui. Bon, il y en a quelques-uns qui l'ont trahi, d'autres sont restés fidèles, mais... ce qui m'intéressait beaucoup, moi, c'était l'histoire des femmes, parce que j'avais mené une délégation de femmes. Parce que c'est qu'en Libye qu'on pouvait rencontrer tout le monde. Il y avait une conférence de femmes où il y avait 28 femmes qui venaient des 5 continents. D'Australie, de Nouvelle-Zélande, des Aymara, des Indiennes de Bolivie, une Indienne de Bolivie, allemande, autrichienne, américaine, du Texas. 28 femmes qui débattent ensemble pendant 3 jours sur le statut de la femme. Alors vous aviez des femmes bourgeoises, des ouvrières, une princesse japonaise,
et une ministre du Yémen, une irakienne, palestinienne, donc avec toutes ces... Ça, je ne l'aurais jamais vécu nulle part. D'ailleurs, j'ai fait un texte que j'avais publié à l'époque sur cette conférence de la femme. C'était sur le statut de la femme, comment les femmes évoluaient dans leur pays, voilà. Je l'avais écrit, voilà, tout ça. Voilà, avec toutes les participantes. Avec tous les participants. Et puis, on avait fait une lettre à la fin, dans toutes les langues, demandant la levée de l'embargo sur la Libye. Parce que la Libye était sous embargo. La Libye était sous embargo. Ouais, cet embargo qui a fait du mal, parce que c'était quoi en plus? Ça entravait le développement de la Libye, puisqu'ils ne pouvaient pas importer certaines pièces, surtout dans l'industrie, surtout dans l'aviation, les avions ne pouvaient pas circuler. Même les avions intérieurs ne pouvaient pas circuler. Oui. Et puis ils étaient en mauvais état. Moi je me rappelle, j'ai pris un avion un jour où il y avait des trous, il y avait des lambeaux sur le toit. Et j'ai pris pour aller à Sirte. C'était là où se trouvaient les ministères. Et puis il y a même Roger Garaudy qui a failli tomber. Ah oui. Ouais, je me rappelle, on a été à Sirte, une conférence sur le désarmement à Sirte, et que j'avais aussi présidé une partie de cette conférence. Et c'était très dur l'embargo, hein, parce qu'il fallait passer soit par la Tunisie, donc vous preniez un avion jusqu'à Djerba. Djerba, oui. Et à Djerba, vous alliez jusqu'à Ben Gardan. Et de Ben Gardan, de traverser la frontière en voiture. Et vous aviez à peu près 300 km de désert pour arriver jusqu'à Tripoli. Ah oui, il y a 300 Alors on km. avait 5 ou 6 heures la nuit en voiture à traverser le désert. C'était fatigant, il fallait vraiment aimer aller en Libye pour se taper tout ça. Et puis sans compter que les Tunisiens nous contrôlaient tout le temps. Ah oui, c'est-à-dire, ils contrôlaient tout le temps. Jusqu'à la frontière, ils nous contrôlaient. Ah, ils contrôlaient tout, ouais. Ah ouais, ils prenaient nos passeports. Moi, un jour, ils ont failli ne pas me piquer mon passeport. Parce que, en plus, ayant été marié avec un Tunisien, j'avais la nationalité tunisienne. Ah oui. Et ils ne supportaient pas que je ne reste pas en Tunisie, que j'aille en Libye. Donc il y a des relations un peu tendues d'ailleurs, à l'époque. Entre Kadhafi et Ben Ali. Ouais. Et puis comme moi, défendre les droits de l'homme, je m'étais attaqué à Ben Ali, j'avais défendu les prisonniers. Oui, donc je n'étais pas persona grata en Tunisie. D'accord. Et donc voilà, parce qu'un jour on était à 300, on avait pris un avion, on avait fait Paris-Rome et de Rome-Djerba. Et il y avait 299 personnes qui ont dû attendre dans les bus parce qu'ils m'ont gardé pendant 2 heures. À la frontière. Ouais. À la frontière. Et en Libye, alors justement, les avancées sociales, vous nous confirmez que le téléphone était gratuit dans la rue? Ouais, le téléphone était gratuit. Ça m'est arrivé un jour, je voulais téléphoner, chercher le trou de la cabine. On m'a dit, mais il est gratuit le téléphone. Tu payes juste si tu téléphones à l'étranger. En Libye, le téléphone était gratuit. L'électricité était gratuite. Hein. Le loyer était gratuit. On leur donnait un terrain quand ils se mariaient. Voilà, parce que chacun doit être propriétaire de sa maison. C'était une doctrine du régime, ça. Très important. Et puis, vous n'aviez pas comme au Maroc, je compare Maroc et la Tunisie, puisque j'avais l'habitude d'y aller, de ces grandes villas. C'était des maisons simples, très bien aménagées. Il n'y avait pas de gourbi. En fait, il n'y avait pas il n'y avait pas trop de différence de classe sociale, finalement. Il n'y avait pas du tout de différence de classe sociale. Les ministres conduisaient eux-mêmes leur voiture, ils n'avaient pas de chauffeur. Donc, il n'y avait pas de... Ça a mis du temps pour abolir cette différence de classe sociale. C'était pas évident tout de suite, hein, parce qu'il y en avait beaucoup qui râlaient. Hein. Et puis, bon, c'était surtout le grand truc de Kadhafi, c'était la libération de la femme.
Ça, c'était extraordinaire, hein, ce qu'il avait fait pour les femmes. Il y avait une école militaire à Tripoli, des femmes officiers. Donc les femmes déjà étaient dans l'armée. Dans l'armée, ouais. Et c'était des femmes qui faisaient des études, qui faisaient pas seulement des études sur l'armée, mais aussi des études sur les affaires étrangères, sur l'internationalisme, elles étaient assez jeunes quand elles rentraient et puis elles faisaient une carrière. Il y avait des femmes officiers. On m'a raconté qu'il y avait des problèmes parce que quand les femmes étaient plus gradées que les hommes refusaient de se faire commander par les femmes. Et donc, et c'est Kadhafi qui intervenait justement parce que, moi j'ai une copine, Zora, qui dirigeait la place Bab el Azizia, qui est l'ancienne caserne où on était souvent. Et elle était vraiment, c'était vraiment une militaire. Et alors, c'est pas comme on a raconté les Amazones de Kadhafi. Ah oui, les grandes rumeurs que Kadhafi, alors on me l'a dit tout à l'heure, il se tapait, pour parler vulgairement, toutes ces ça c'est une rumeur, ça, parce qu'il faut la débunker, parce que ça, c'est vrai que c'est la mauvaise pub qu'on lui a faite là-dessus. Hein, elles étaient avec des treillis, avec des kalachnikovs, parce que moi j'ai assisté à un congrès dans le désert avec au moins 2000 bédouins, où j'étais la seule femme là-dedans. Et j'avais au moins 7 Amazones, 7 officiers femmes autour de moi, et je les ai vus, ils sont costauds, hein, mais elles savaient se défendre. Et un jour, j'ai demandé dans une réunion où Kadhafi était là, j'ai posé la question et j'ai dit pourquoi les femmes? Il m'a répondu parce que j'ai plus confiance dans les femmes, elles sont plus fidèles. Voilà. C'est pour ça qu'il a choisi de s'entourer d'une garde présidentielle femme. Mais ça ne lui a pas suffi. Parce que tout le monde trouvait ça, évidemment. On a joué ça contre lui pour dire c'est loufoque, c'est son côté exubérant. Non, il n'était pas. Tout ce qu'on a raconté sur lui, comme là, Mona Heitermann qui a dit qu'il a failli se faire violer par Kadhafi, il n'était pas comme ça. C'était quelqu'un de très simple. J'ai connu sa femme, j'ai connu ses enfants. Il habitait. Justement, à Tripoli, il avait une maison dans un quartier parmi les gens. Enfin, la moitié du temps, il était dans le désert parce qu'il aimait trop le sable, trop le désert. Mais il habitait parmi les gens quand il a été bombardé en 86 par les Américains. Par les Américains, oui. Ouais. Et il a gardé. Il a tué sa fille, sa petite fille. Voilà, on a tué sa petite fille et sa maison, il l'a gardée telle qu'elle. Donc telle qu'elle elle était. Il a fait construire construire juste cette fameuse statue d'une main qui broie un F-16. Voilà. F-16, oui, j'ai vu ça. Oui, voilà, ça c'est. Ouais. C'est un peu la légende en plus quand même. Aujourd'hui, c'est rentré dans la légende. Ouais, ben c'était près de la caserne Bab el Azizia. Bab el Azizia, exactement. Où j'ai fait mes grands discours pendant la guerre, au mois de mars, quand je traitais Sarkozy d'assassin, avec un micro au-dessus, il y avait 5000 jeunes qui étaient là. Ça, c'était vraiment des jeunes qui sont restés là-bas pour protéger Kadhafi. Ils disaient qu'ils voulaient protéger Kadhafi. Et j'avais emmené dans ma délégation Henri VI, le prince, le descendant des rois de France, qui a pris sa parole, Bab el Azizia. On a encore le film. Ah ouais. Il a pris pour défendre Kadhafi. Ah bon? Ah, lui, c'est un bon, par contre. Ah ben voilà, le roi de France, on le cherche depuis longtemps, là. Hein, voilà, on l'a peut-être trouvé. Bah, il est pas seulement le descendant des rois de France, mais aussi le descendant des rois d'Espagne. Il a les deux. Ah, il a les deux, ouais. Mais je crois que descendant d'Espagne, il ne peut pas revendiquer le trône de France. Non, rien du tout. Oui, il a laissé Louis XIV. Mais il faut qu'il s'en prenne à son ancêtre. Et puis, sur ces places Bab el Azizia, j'avais aussi emmené, au mois de mars, j'avais emmené Dieudonné sur la place. Il a pris la parole sur la place. Il a fait des blagues. Et ça a marché. Parce que traduit en arabe, c'est pas la même chose. Il manque l'esprit français. Ouais, mais c'est bien, il a été applaudi. Parce que Kadhafi, alors aussi les Libyens ont profité, ils étaient largement satisfaits quand même de l'action qui a été menée et aussi d'un point de vue politique, parce que évidemment, du point de vue occidental, on nous disait toujours Kadhafi, il n'y a pas de parti politique, c'est le signe que ce n'est pas la démocratie, c'est la dictature totale, alors qu'en fait, la Libye, ça fonctionne autrement. Ça fonctionnait autrement. Parce que dites-moi,
les partis politiques, les élections en France, pour se présenter aux élections, soit il faut avoir du fric, soit être dans un parti politique pour que les banques vous prêtent le fric. Et alors, oui, c'est la démocratie, ça. Alors que là-bas, les secrétaires sont élus par le peuple, directement peuple, pour le peuple, dans les comités. Et ils ont aussi, est-ce que le peuple, il a des moyens aussi je vais dire, de révocation? C'est-à-dire quand il y a un dirigeant qui ne plaît pas, comment ça se passe? Mais dans les congrès. Dans les congrès, on dit non, lui... il doit dire ce qu'il a fait. Il doit présenter ce qu'il a fait. Et après, si jamais ça ne leur plaît pas, ils élisent quelqu'un d'autre. Ils élisent quelqu'un d'autre. Ils peuvent révoquer quelqu'un qui ne leur plaît pas. Bon, c'était pas tout à fait parfait parce qu'il y avait quelque chose qui m'a dérangé. Alors, il faut tout C'est dire. les fameux comités révolutionnaires. Ouais. Les comités révolutionnaires, c'était à part, ça dépendait de Kadhafi directement. D'accord. Les comités révolutionnaires contrôlaient les congrès de base, ils contrôlaient que tous les gens y assistent, n'y assistent pas, ils contrôlaient tout. Et j'ai trouvé que c'était un peu une police parallèle. Et ça m'a un peu dérangé. Et je leur ai dit. Bon, ils disaient, c'est un début. Et puis j'ai posé aussi quelques questions qui les ont dérangés. Si les immigrés africains participaient au congrès de base. Je leur ai posé la question. Les immigrés qui arrivent du Sénégal. Puis il y avait beaucoup de Sénégalais là-bas. Alors oui, beaucoup d'immigrés africains. Ils étaient plusieurs millions. Il y avait 1 million d'Africains. Un million et quelques. Parce que la Libye est un très grand pays et qu'il y a très peu d'habitants. Il n'y avait que 6 millions de Libyens, et donc il a fait venir beaucoup d'Africains. Alors moi j'ai posé la question, naturellement, parce que je suis assez chiant. Je leur ai demandé ils ont dit on est en train de créer un congrès pour les immigrés, pour les faire participer. D'accord, un congrès pour les étrangers. Il faut dire quand même, ces étrangers étaient heureux en Libye parce qu'ils bénéficiaient de bons salaires, de bonnes conditions, visiblement. Voilà, de travail. Il a fait construire des maisons. Voilà, ils avaient des très bonnes conditions. Parce que cette route qui partait de Ben Gardan en Tunisie, qui allait jusqu'à Tripoli, elle était déserte. Et la dernière fois que je suis allé en Libye, c'était pendant la guerre, il y avait des baraques partout, des maisons partout. Alors j'ai demandé si c'était tous devenus maçons. Alors ils m'ont répondu, mais non, c'est pour les Africains qu'on a construit des maisons pour des commerces, ils font du commerce. Kadhafi a fait construire des maisons pour les Africains. Donc les Africains, ils vivaient très bien, ils étaient heureux. Parce que moi, je les ai rencontrés à la frontière pendant la guerre, au mois de mars, quand c'était pas encore l'OTAN, quand c'était la France qui bombardait. Quand j'ai vu tous ces réfugiés qui partaient, c'était tous des Noirs. Tous des Africains qui partaient, qui allaient s'installer en Tunisie et qui pleuraient. Et puis je me suis dit, tiens, des Nigériens, ils doivent parler français. Alors je suis allé trouver des femmes, j'ai commencé à discuter avec elles. Elles ont dit, on a perdu le paradis. Elles m'ont dit. Et elles pleuraient, hein, avec les enfants et tout. Mais des milliers, des fils. Et Dieudonné me demandait, mais c'est quoi ça? J'ai dit, attends, je vais aller voir. Et c'est tous les immigrés qui rentraient chez eux, quoi, qui sont Non, ils ne rentraient pas chez eux, ils allaient dans des camps en Tunisie. Ah, ils allaient dans des camps. Ils sont où actuellement? Ils sont dans des camps en Tunisie encore? Non, maintenant les camps, ils sont en Tunisie, ils traînent en Tunisie, ils traînent dans les rues, soit les pauvres, soit d'autres qui avaient des sous. Et certains sont rentrés en Afrique, mais d'autres traînent en Tunisie. Et c'est surtout les Libyens qui ont un problème en Tunisie. Oui, parce que les Libyens réfugiés, il faut le dire, ça représente, c'est un pourcentage incroyable de Libyens. 3 millions, c'est la moitié du pays, c'est 50% d'un Libyen sur deux. Et puis, ils sont en Tunisie, et puis apparemment, ça se passe pareil en Égypte. J'ai pas été en Égypte, mais j'ai été en Tunisie, je les ai rencontrés. Il y a 2 ans, j'ai fait une conférence avec les réfugiés, les exilés libyens. Et ils m'ont dit, ils ont dit textuellement devant la télé, devant tout le monde, devant France 24 qui était là, lorsque nous nous sommes présentés à l'ambassade de Libye en Tunisie, ils nous ont renvoyés en disant « Vous n'êtes pas des Libyens, vous êtes des kadhafistes ». Et souvent des médecins, des avocats, s'ils n'étaient pas aidés par les Libyens, par les Tunisiens, surtout dans le sud, je crois qu'ils crèveraient tous de faim.
c'est un drame humanitaire. Et il paraît que c'est pareil en Égypte. Et c'est pareil en Égypte. Et visiblement, ils n'ont pas de statut, puisqu'on en avait parlé ici avec Franck Pucciarelli, et ces gens n'ont pas de statut. Ils n'ont pas, même le Haut Commissariat aux réfugiés ne leur a pas reconnu encore en tant que réfugiés. Oui, Franck s'occupe beaucoup des réfugiés. Il a été en Égypte, lui, il a vu. Il m'a dit justement que c'était la même chose qu'en Tunisie. Moi, j'ai préféré aller en Tunisie parce que je connais bien la Tunisie, parce qu'il y avait Ibrahim, le représentant du Congrès général. Le porte-parole, l'ex-porte-parole du gouvernement qui était là. Ibrahim. Et puis, j'étais avec des avocats tunisiens, puis des avocats libyens. On a fait cette conférence sur les exilés libyens, justement, avec des gens qui travaillaient à Genève. Mais ils ont dit que les Libyens n'avaient aucun statut. Aucun statut. Aucun statut. Donc, on a détruit la Libye. On l'a détruit, complètement détruit. C'était un pays magnifique, la Libye. Ils l'ont détruit. Il y avait des millions de morts. Des prisonniers. Les morts, c'était surtout les Africains. Hein, parce que ce Belhadj, Ali Belhadj, qui était le président du CNT. Oui, voilà, qui a été en plus dans le groupe libyen interarmé, qui était une filiale d'Al-Qaïda, semble-t-il. Etc. C'est celui-là qui a fait courir le bruit qu'ils étaient tous des mercenaires. Voilà, que les Noirs et les Africains étaient des mercenaires de Kadhafi. C'est 1 million de Noirs qu'ils ont massacrés. Massacrés, carrément tués. Ou emprisonnés dans des camps, torturés. Quand il est venu à Libelladj, il est venu à Paris. Ouais. Il est venu à Paris, chez l'Armatan. Ouais. Il allait faire une conférence, et les Libyens nous avaient avertis. Et on s'est mis dans la conférence, Franck et moi. Et moi, je l'ai interpellé devant tous les gens, en lui disant vous vous présentez là comme un démocrate, mais vous ne dites pas qu'il y a 3 millions d'exilés libyens, et vous ne dites pas que vous avez fait massacrer les Noirs. Vous, monsieur, devant tout le monde, ils ont dû arrêter la conférence. Ils ont dû arrêter la conférence. Franck, après, est intervenu après moi, en sortant le drapeau vert, et puis un autre copain qui a balancé des boules puantes. D'accord, vous avez perturbé la conférence d'Abdelhaki. Ah, les Libyens nous ont remerciés. Ah bah, c'est magnifique, belle action, effectivement. Ils nous ont remerciés, hein, je vous garantis. Hein. Mais ce Ali Belhadj, c'est un être dégoûtant. Comment ose-t-il venir parler en France de démocratie alors que la Libye, c'est le chaos. C'est le chaos total. Alors, le chaos... Avant qu'on parle, on en parlera juste de toute cette guerre, mais les Libyens aussi, Kadhafi avait développé un axe de développement, on va dire, très puissant avec l'Afrique, en particulier les projets satellitaires, le projet Rascom. Oui, j'en arrive à ça, parce que j'ai beaucoup appris, parce que j'ai participé en tant qu'observatrice à la première réunion de l'Union africaine, quand Kadhafi avait payé la dette de tous les Africains, parce que il ne pouvait pas rassembler l'Union africaine, parce que la majorité des États avaient des dettes. Et Kadhafi avait payé toutes les dettes pour remonter cette Union africaine en vue de créer les États-Unis d'Afrique. Et donc, il leur avait financé des satellites. Parce que si vous étiez au Sénégal et vous vouliez téléphoner au Mali, il fallait passer par Londres ou par New York pour téléphoner. Et donc, vous imaginez ce que ça coûte. Oui, ça coûtait et donc, 50 millions par an, apparemment. Grâce à Kadhafi, on peut téléphoner directement du Mali au Sénégal et c'est beaucoup moins cher. Il voulait aussi monter une banque africaine. Il était en train de la financer. Voilà, avec le fameux FMA, le Fonds monétaire africain. Le Fonds monétaire africain, oui. Qui continue un petit peu. Oui, parce qu'il y avait l'Algérie aussi qui participait beaucoup. D'ailleurs, ils sont très fâchés, les Algériens. On en parlera des Algériens. Ah oui, les Algériens. Ils sont très fâchés. Les Algériens, c'était les seuls. Absolument hostile à l'intervention en Libye. C'est les seuls. Mais c'était les seuls. Les Algériens étaient les seuls. C'est les seuls du monde arabe, on va dire. C'est du monde arabe. Et c'est pas gloire aux Algériens sur cette affaire. Il y a beaucoup d'Algériens qui, dans le cas, ils seront. Et c'est bien pour ça que Aïcha est en Algérie. Et en Algérie. Voilà. Et gardée. Et protégée. Protégée, voilà. Ouais. Non pas prisonnière comme certains l'entendent, mais plutôt pour sa protection, vaut mieux qu'elle reste en Algérie. Et disons. Mais Kadhafi n'avait pas seulement les congrès, parce que la Libye était un mélange très bizarre entre les congrès,
les tribus qui participaient au congrès. Voilà. Il y avait 1500 tribus en... Voilà, c'est très Libye. important parce que la Libye est aussi une société tribale Très tribale. où ces traditions tribales sont très ancrées, les tribus sont représentées. Il y a Ouais. Et surtout quand vous allez dans les oasis, vous voyez les bédouins et tout ça qui se réunissent. Moi, j'ai participé à des congrès de bédouins, mais étonné, hein, avec les moutons qui couraient partout, alors que je suis végétarienne. Et des méchus aussi, il y en avait. Et c'est ça, les tribus, moi j'ai participé au mois de mai 2011 à cette rencontre des tribus qui sont toutes venues à Tripoli pour soutenir Kadhafi. Et là, je les ai vus, les tribus, me les a présentés. J'étais avec le prince. C'est surtout le prince qui les intéressait, les chefs de tribu. C'est le prince de France, vous imaginez. Et il était très simple, d'ailleurs. Et il y en a qui sont venus avec leurs chameaux. On a bu le thé, appuyé sur les chameaux qui étaient couchés, avec le prince, dans la boue. Ouais. Et à Bab el Azizia, ils sont tous montés à Bab el Azizia avec leurs chameaux, ils sont venus du fin fond de la Libye, de partout. On les a rencontrés et c'est là que j'ai appris qu'il y avait à peu près 1500 tribus. Je sais. Il y a des grandes tribus, mais toutes petites. Hein. Et Kadhafi, semble-t-il, lui, il vient d'une petite tribu, justement, les Warfala, c'est ça? Les Warfala, qui sont une petite tribu. Et Saïf, qui était prisonnier à Zenten, c'est une grande tribu. Ah, Zenten, exactement, d'accord. Ça, c'est une grande tribu qui le tenait. Ils l'ont pas lâché, d'ailleurs, hein. On en reparlera. On ne sait pas, on ne peut pas le dire. Hein. De toute façon, il n'était pas vraiment prisonnier, il était protégé. Hein. Parce que... C'est un peu ça, en fait, oui. Il était protégé. Et en fait, quelque part, ils ont refusé de le donner à l'OTAN, en fait. C'est un peu ça. Ils ont refusé de le donner à l'OTAN, ils ont refusé de le faire juger à La Haye. À La Haye, oui, voilà, ils ont refusé ça dès le début, ils ont été clairs. Et puis jugé par ces djihadistes, ces fous, qui ont tout détruit, qui ont... ma copine Zora, c'est une Libyenne qui faisait partie de l'armée libyenne, qui a été prisonnière en Égypte dans un camp, qui est arrivée à s'évader. Et elle m'a raconté comment elle est torturée. Dans le camp en Égypte. Et il était sous la garde de qui? Le camp des Égyptiens? Des djihadistes? Elle m'a raconté tout ça, ce qui s'est passé. Elle a été prisonnière en Libye, dans un camp. Elle a été prisonnière en Égypte, dans un camp. Elle est arrivée à s'évader, puis elle est venue en France. Et grâce à quelqu'un qu'elle a rencontré, qui avait mon téléphone, elle a pu me contacter. Et puis elle est là, mais elle est encore choquée. Hein. Après tout ce qu'elle... Et elle dit, il y en a beaucoup qui ont été torturés, surtout les femmes. Surtout les femmes, elle dit que c'était horrible ce qui s'est passé dans les camps. C'est des camps qu'ils ont instaurés. Parce qu'ils ont instauré des camps en Libye, après la chute de Kadhafi. Oui. Et on a mis les personnes dans des camps, les opposants, c'est ça? Et c'est surtout tous les opposants. Enfin, les opposants, tous ceux qui tenaient Kadhafi, on se baladait, il paraît, avec un truc vert, on était arrêtés immédiatement. On était arrêtés, ou t'avais une fille qui s'appelait Aïcha, c'était fini, t'étais arrêté. Ah, c'était à ce point-là, à ce point-là, à ce point-là, carrément. Ah ouais, même une fille qui s'appelle Aïcha, c'était sûr. T'étais arrêté.